Regardez notre forêt demain avec France Bois Forêt. Ensemble pour une forêt durable et du bois responsable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Notre Forêt demain. Pour celles et ceux qui découvriraient ce programme, je vous en rappelle le concept. En France métropolitaine, la forêt couvre environ un tiers du territoire, soit 17 millions d'hectares. C'est un poumon vert, c'est un refuge pour la biodiversité, c'est un puits de carbone, c'est une véritable richesse pour la France, qui est 4e pays producteur de bois au monde. La forêt nous rend de nombreux services. C'est une source d'énergie, elle permet de produire du bois pour la construction et d'autres secteurs d'activité. Elle permet de lutter aussi efficacement contre le changement climatique. C'est ce patrimoine exceptionnel que je vous propose de découvrir en compagnie de forestiers, d'élus, de chercheurs, mais aussi d'industriels, celles et ceux qui vivent et qui préparent la forêt de demain. Dans ce numéro, nous prendrons un peu de hauteur en partant à la découverte des forêts majestueuses des Hautes-Alpes, mélèzes, pins noirs, pins sylvestres. Le massif forestier couvre pas loin de la moitié du département. Nous en explorerons la richesse écologique et culturelle et vous découvrirez les complexités et les enjeux de la gestion du bois dans cette région montagneuse. Se chauffer au bois local, c'est le défi qu'a réussi à relever la commune d'Embrun. Une approche durable qui utilise les ressources forestières locales pour répondre aux enjeux de l'économie circulaire et de réduction des émissions de CO2. Nous irons visiter le réseau de chaufferie de la ville pour comprendre comment fonctionne ce système de chauffage innovant. Des maisons individuelles aux grands projets architecturaux, le bois s'impose désormais comme le matériau incontournable. Peu énergivore dans sa transformation, stockant le carbone, il permet aussi de limiter le recours à des ressources épuisables. Pour aller encore plus loin, certains choisissent d'utiliser du bois issu de forêts locales et géré durablement. Nous irons découvrir un habitat groupé totalement conçu en bois des Alpes. Je vous emmène dans les Hautes-Alpes où la forêt représente environ 45% du territoire, soit approximativement 250 000 hectares. C'est une forêt dense, morcelée et donc très peu exploitée car elle appartient en grande partie à des propriétaires privés. Aujourd'hui, des forestiers tentent de la valoriser en essayant de la gérer durablement. C'est ce que va nous expliquer Marie-Christine Renaud. Elle est propriétaire forestière. Elle est dans le massif du Dévoluy. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Stéphane. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça fait du bien cette petite promenade comme ça de bon matin au frais. Hein? Mais n'est-ce pas? C'est vivifiant. C'est une région, j'adore parce qu'il y a 2 saisons. Il y a l'hiver et le 15 août. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. On dit qu'il fait froid l'hiver et frais l'été. Et frais l'été, voilà. Merci de nous accueillir sur les terres du Dévoluy. Alors connu pour ses stations de ski, super Dévoluy juste à côté. Mais on peut le constater, il y a énormément de forêts ici aussi. Et vous êtes tombée dedans étant petite. Et oui, et comme je me plais à dire, je suis née le nez dans la sciure parce que mon grand-père paternel, en 1910, a acheté une petite ferme dans le sud du département des Hautes-Alpes, à la montagne de Sigottier, avec des bois tout autour, et il s'est mis à les exploiter. Et est-ce que les enfants, après, ont pris la succession? Eh bien sûr, il y a eu toute une lignée de forestiers. Alors, ce grand-père faisait des coupes de bois vraiment comme on aimerait les revoir aujourd'hui, par câble, débardés par des mules. Et il approvisionnait ainsi en bois de chauffage toute la petite ville de Serres et notamment les hôtels. Et les restaurants. C'était l'époque où le bois était la matière première de tous les jours. Hein. Et vous êtes restée aujourd'hui propriétaire forestière, c'est vous qui avez pris la succession avec vos sœurs ?
Avec mes sœurs, voilà. Donc, nous avons hérité de cette propriété forestière et les 80 hectares, bien sûr, m'attendaient. Bien sûr. Alors, je sais que vous êtes une femme tout le temps en mouvement et que vous ne pouviez pas vous contenter de vous dire bah, « j'ai une propriété forestière ». Non, non, il va falloir que j'en fasse quelque chose. Et vous avez créé avec d'autres membres, bien sûr, ce qu'on appelle l'AFAB, ce qui signifie… Association forestière pour l'amélioration des boisements. Très bien. Ça consiste en quoi exactement? Alors, cette association a été créée en 2016 car, comme vous le voyez, les Hautes-Alpes ont un climat particulier rude, une géographie escarpée, donc tout est difficile d'accès. La gestion forestière était donc complexe. En plus, la forêt privée, surtout dans nos villages, suite aux héritages successifs, est extrêmement morcelée. Bien sûr, bien sûr. Alors la gestion était complexe du fait qu'elle n'était pas attractive pour les exploitants. Alors, avec quelques propriétaires, 8 propriétaires, nous avons formé cette association pour pallier le manque de gestionnaires. L'objet de la FAB, c'est d'aider les propriétaires dans la gestion durable et multifonctionnelle de leur forêt. Et l'objectif, eh bien, c'est de valoriser leurs parcelles boisées, donc c'est de valoriser la forêt et, pourquoi pas, amener un plus économique. Bien sûr. Et vous êtes épaulé pour cela par des vrais professionnels. On va aller en retrouver 2, si vous le voulez bien. Oui. Ils sont dans le massif, juste en face. C'est Olivier et Jérémy. Allez, venez avec moi. Ok, Sylvestre 20. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Alors, Stéphane. je ne vous cache pas que Marie-Christine m'a énormément aidé. Elle m'a dit, je vous donne un indice, le plus grand c'est Jérémy. Donc par déduction, c'est Olivier. C'est bien ça. Alors on a évoqué effectivement la particularité ici de se retrouver sur un secteur où il y a un mélange de forêts privées, de forêts publiques. Vous avez tous travaillé main dans la main avec la mairie d'Évolué aussi. Et la Chambre d'agriculture. Et la Chambre. Vous voyez, j'en avais encore oublié un petit peu. Ça, c'est assez rare. Finalement, vous êtes un peu précurseur dans cette organisation, non? Oui, nous sommes peu nombreux, mais l'union fait la force. Ben ça, vous avez complètement raison. Vous le disiez, la difficulté sur un secteur comme celui-ci, c'est d'avoir des forêts qui sont très morcelées. Ça ne se gère pas du tout de la même manière. Déjà, la forêt est ouverte, libre d'accès. Pour la plupart des gens, en fait, elle appartient un peu à tout le monde. Ici, on est en fait, dans la pratique, la forêt appartient pour 75% à des propriétaires privés en France. Et ce qui fait que, en fait, au niveau national, on a à peu près 12 600 000 hectares de forêt privée pour 3 300 000 propriétaires, ce qui est énorme. Et avec la difficulté qu'on a, le morcellement. Voilà. Bien sûr. Et le premier travail à effectuer, c'est un travail de chercheur de trésors, c'est-à-dire savoir qui est propriétaire de telle ou telle parcelle. Comment est-ce qu'on fait? On va à la mairie, on regarde le cadastre et on retrouve justement celles et ceux qui sont propriétaires, qui ne le savent peut-être même pas d'ailleurs. Oui, oui, très souvent, les propriétaires ne savent pas qu'ils sont propriétaires d'une parcelle qui leur revient par un héritage lointain. Et là, ce sont les gens du CNPF et de la Chambre d'agriculture qui nous aident énormément à retrouver tous les propriétaires. Olivier, c'est votre… Ouais, c'est un peu notre travail au quotidien. Souvent, on a des gens qui ne savent pas où sont exactement leurs limites. Hein. Ici, on a des bandes qui font 30 à 40 mètres de large sur 300 mètres de long. Pour un propriétaire, c'est difficile de savoir où il est exactement propriétaire. Au niveau national, on a 50% de la forêt privée qui est en déficit de gestion et pour lequel il faut aller chercher les gens, les regrouper. Alors, première difficulté, c'est les identifier. Deuxième difficulté, les regrouper. Et puis après, gérer la forêt. Alors, on vous a vu aussi marquer les arbres tout à l'heure et puis regarder un petit peu quelles étaient leurs circonférences. Tout ça, vous le faites pour chaque arbre qui est dans la forêt ici. On va donc mesurer les arbres qui vont être coupés. On mesure le diamètre. On avait déjà estimé auparavant en fait, les hauteurs par des placettes sur différents endroits.
Et du coup, ça nous permet de mesurer un volume de bois qui va permettre de faire l'objet d'une vente. Parce que vous me parliez tout à l'heure de prélever les arbres, on les prélève au bout d'un certain temps. Celui là-bas qui va être coupé juste derrière vous, il a quel âge à peu près? Celui-là, il a au moins 150 ans. Ouais, 150 ans à peu près. 150 ans. Et celui qui est juste derrière vous Je ici? pense qu'il a exactement Même âge. le même âge. À peu près le même âge. On l'a préservé justement pour qu'il y ait un équilibre, pour tenir compte de la biodiversité, de ces enjeux qui sont importants, et qu'il y ait un équilibre dans les classes d'âge au niveau de la forêt. Qu'est-ce qui va devenir le bois justement qu'on va récupérer ici? La plupart va rester dans le département. Ça va être du bois qui va être soit scié localement pour faire de la palette, de la charpente ou menuiserie ou autre. Et le reste, en fait, tout ce qui est mal conformé va partir pour faire des plaquettes. D'accord, qu'est-ce qu'on appelle les plaquettes? C'est quoi? Plaquettes, c'est du bois qui va être broyé en fait grossièrement pour alimenter les chaudières ou les réseaux de chaleur du département. D'accord. Et tout ça, ce seront des revenus pour les propriétaires forestiers. Bien sûr. Et on dit merci qui? On dit merci Marie-Christine. Oh non, 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 je ne travaille pas seule. Hein. Non, mais merci pour l'organisation, Voilà. parce qu'effectivement, vous permettez aujourd'hui à des propriétaires forestiers d'avoir un peu de revenus, ce qui était pratiquement pas envisageable il y a encore quelques années. Et grâce effectivement à cette association, on en voit le bon bout. Et quand on aura coupé les arbres, on va faire quoi? On va replanter ici ou pas du tout? Non, en fait, on favorise la régénération naturelle. Vu qu'on ne coupe pas tous les arbres, en fait, les plus jeunes ici, qui sont déjà là, vont pouvoir s'épanouir. Et puis, les semenciers qui restent vont pouvoir réengrainer et refaire de nouveaux arbres naturellement. Merci en tout cas à vous d'éclaircir la forêt. Et merci à vous aussi de nous avoir éclairés sur votre travail. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci. Stéphane. La montagne ne facilite pas le travail des forestiers qui doivent apprivoiser la pente, s'accommoder de conditions climatiques parfois difficiles et s'adapter aux contraintes environnementales. La forêt de montagne est donc le terrain de passionnés et vous allez voir qu'il est aujourd'hui possible d'associer exploitation forestière moderne et préservation de l'environnement. Bonjour les garçons. Bonjour Stéphane. Et vous allez me nettoyer tout ça parce que c'est du grand n'importe quoi. Ça va bien? Très bien, merci. Bonjour. Vous me facilitez la tâche parce que là au moins c'est marqué dessus. Donc c'est Julien qui représente l'ONF. C'est Flavien qui représente un exploitant forestier des Alpes-Maritimes, c'est ça? C'est ça, ouais. Et vous venez ici pour prélever certains arbres qui ont été identifiés en collaboration avec l'ONF, c'est ça? C'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Vous allez me raconter toute l'aventure. Vous avez démarré l'exploitation il y a combien de temps? On a démarré hier matin. Ah oui, c'est tout frais. Ouais, ça vient de démarrer là. C'est tout frais. Et je vois que Julien est équipé avec la petite machette, mais un peu particulière celle-ci. Oui, Parce que ce matin, j'étais du côté du dévolu et quand on marque les arbres, alors à chaque fois, c'est plutôt à des traces de peinture ou bleu ou orange. alors tout dépend en fait les bois qu'on va marquer. Ici, on est quand même sur une forêt de belle qualité avec Ouais. des bois bien conformés. La règle veut que sur les bois de valeur, on mette un coup de marteau. Ça s'appelle un marteau avec un côté hachette, un côté poinçon qui identifie bien l'arbre pour les bûcherons et qui surtout montre bien réglementairement que c'est cet arbre-là qu'il faut couper et pas un autre. Et qu'est-ce qu'il y a de marqué sur le poinçon? AF. Là, on est en montagne. Est-ce que l'exploitation, justement, c'est à chaque fois une performance? Il faut composer avec les aléas de la montagne, c'est pas évident? Ouais, c'est ça, ouais. En montagne, l'exploitation comparée en plaine, elle est totalement différente, beaucoup plus compliquée. Déjà, l'accès forestier est compliqué. Et la pente dans les parcelles, elle peut être dangereuse. Il vous arrive de travailler sur des pontes à quel pourcentage à peu près? En moyenne, entre 30 et 60, Quand même! voilà, à peu près. Hein. Alors là, 60, on est vraiment dans le grand maximum, mais ici, on est peut-être dans le cas, largement. Même peut-être à plus de 60 par Même, mois. voilà. Donc, ouais, c'est énorme. Et puis après, il y a tous les facteurs météorologiques, accessibilité, ce que vous venez d'évoquer aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut y passer? Est-ce qu'il y a de la neige? Est-ce qu'il n'y a pas de neige? Il y a peut-être une saisonnalité aussi. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, on peut commencer à exploiter du printemps à, on va dire, l'automne, mais début d'automne, hein, parce qu'après, la neige arrive vite. Hein, à cette altitude, ça arrive vite. Après, c'est inaccessible. Bon, encore une question pour le technicien. Est-ce qu'il y a des règles à respecter pour abattre un arbre? Comment est-ce qu'on le fait tomber?
Alors oui, il y a des règles à respecter, il y a toute une technique et il faut la respecter parce que sinon ça peut être très dangereux. Donc il faut faire une entaille directionnelle avec un trait d'abattage derrière, des fois des coins, des fois, et ça va être le cas sur peut-être ici, quelquefois un cric hydraulique pour aider l'arbre, parce qu'on est sur des très gros bois. Donc oui, il y a toute une technique qui est très complexe et il faut des années pour la maîtriser. Quand vous attaquez un arbre, vous savez exactement dans quel sens il va tomber et où il va tomber. On veut toujours le faire aller à un endroit. Ça peut arriver que ça se passe pas comme on veut. C'est là que ça devient dangereux. Ils vous font des caprices de temps en temps? C'est ça, tout à fait. Ouais, ouais. Ça arrive pas très souvent, mais ça arrive. Et c'est là que c'est dangereux parce que là, on contrôle des fois plus trop la chose. Donc il faut faire Bien très sûr. attention. Mais bon, dans la majorité des cas, ça se passe très bien. On va continuer à parler justement de sécurité et de tout cela parce qu'il y a des énormes machines qui sont là-bas et vous allez m'expliquer justement à quoi elles servent ces machines, comment on s'en sert. Dis donc, cette machine, j'en avais jamais vu une comme ça. D'un côté, il y a effectivement un double treuil, c'est ça? C'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Et puis ça, c'est le grappin pour attraper les arbres. Voilà, ouais. Donc à l'arrière, ouais, il y a deux treuils, un double treuil de 2 fois 16 tonnes avec des câbles acier. Et à l'avant, c'est une pince à grumes, plutôt ça. Et ça permet d'empiler plus facilement les bois et plus haut. Quand on a très peu de place, comme souvent chez nous en montagne, la place, on n'a pas beaucoup. Comment ça s'appelle cette machine? Un skidder. En Un français, skidder. un débusqueur. Et après, spécificité de ce tracteur et de beaucoup d'autres, mais ça sert, les pneus sont gonflés à l'eau. Dans chaque pneu, il y a 300 litres d'eau. Ça permet un meilleur appui au sol pour encore gagner de l'adhérence. Ça évite de patiner? Éviter de patiner, en plus des chaînes et en plus de tout ça. D'accord, puisque préserver les sols, ça fait aussi partie des nouvelles réglementations environnementales. Ça, c'est quelque chose de fondamental pour vous. Ah oui, oui, complètement. Il y a des prescriptions particulières sur le tassement des sols. Aujourd'hui, un engin n'a pas le droit de circuler dans le parterre d'une coupe. Il est obligé de rester soit sur la piste forestière, comme c'est le cas ici, soit dans des cloisonnements à l'intérieur de la parcelle. Des cloisonnements qui sont spécifiques aux engins. Mais en aucun cas, maintenant, on autorise un engin dans le parterre de la coupe. Vous avez repéré l'arbre, vous savez qu'il faut qu'il tombe dans un certain sens. Mais à un moment donné, j'ai envie de dire, la nature a fait un petit caprice et l'arbre, il n'est pas complètement tombé par terre. Comment on appelle ça lorsqu'il reste coincé entre deux arbres? On appelle ça un arbre encroué. Oui. Et ouais, donc là, ça, c'est un cas dangereux. Hein, parce que bon, déjà, il peut rester appuyé ou s'appuyer et casser l'arbre devant. Il peut basculer même. Basculer, remonter, ça, il peut se passer plein de choses. Des fois, on les voit qu'une fois, mais une fois, ça suffit. Et dans ce cas-là, immédiatement, le débusqueur rejoint le bûcheron. Donc le bûcheron vient voir le chauffeur de la machine. Immédiatement, il vient avec ses câbles et son treuil et fait tomber l'arbre au sol. D'une manière ou d'une autre, de toute façon, en tirant avec le câble, on arrive toujours à le faire tomber. Toujours en évitant d'abîmer d'autres arbres à côté. Mais c'est immédiat parce que c'est des arbres très dangereux, ils sont pendus, des fois ils tiennent par rien et avec un coup de vent ils peuvent tomber. Donc sur nous et sur éventuellement des promeneurs, les agents ONF ou n'importe qui. Mais si un arbre est accidentellement tombé, alors soit de vieillesse, soit parce qu'il y a eu beaucoup de vent, qu'est-ce qu'on en fait du bois mort ici? Le bois mort, on le laisse en forêt. C'est très important pour la biodiversité. C'est pour la biodiversité? Exactement. Exactement, hein, c'est vraiment un écosystème particulier. Donc non seulement on laisse le bois mort en forêt, celui qui est tombé, mais même celui qui est debout. Il peut y avoir aussi dans des gros bois secs, voire même des bois sains, des cavités pour les oiseaux, hein, pour les rapaces, pour la chouette notamment. Donc ça, on n'y touche pas. Au-delà de ça, nous, quand on marque une coupe, en plus de marquer les bois qu'on va prélever, on marque aussi, avec un triangle de couleur chamois, les arbres qu'on va laisser pour la biodiversité. Pas forcément des bois secs déjà. On peut laisser des gros bois, alors ils ont peut-être des fois un petit peu moins de valeur, mais même s'ils ont de la valeur, on laisse des bois pour les laisser mourir d'eux-mêmes. Lorsqu'on a parlé tout à l'heure de l'exploitation forestière qui se faisait à une certaine saisonnalité en fonction de l'accessibilité, en fonction de la météo, etc., il y a une chose que je ne vous ai pas évoquée aussi, c'est la nidification, période de nidification. Vous parliez de la chouette il y a quelques instants. Tout à fait. Là aussi, c'est des périodes sur lesquelles vous n'avez pas la possibilité de travailler. Ouais, c'est ça. Il y a certaines espèces qui nous interdisent donc à ces moments-là d'intervenir en forêt. Le tétras, la chouette,
Après, il y a même des insectes aussi. Hein. Maintenant, la rosalie des Alpes, il y a plein de choses. En règle générale, nous, quand on marque la coupe, après une coupe, on appelle ça, on établit une fiche vente dans laquelle on va inclure toutes les prescriptions environnementales qu'il peut avoir dans cette parcelle-là. C'est vraiment des contraintes, hein, parce qu'on a une saisonnalité dans nos coupes avec l'hiver, mais on a aussi du coup une saisonnalité dans les coupes avec les nidifications d'oiseaux. Alors j'ai repéré en arrivant ici d'autres outils que je n'avais pas encore vus. Vous allez me dire à quoi ça sert, notamment le marteau. Est-ce qu'il y a ici qui m'explique? Flavien? Ouais. Alors, donc là, on a un distributeur à plaquettes avec son marteau, qui va forcément avec, donc, qui nous permet d'apposer au pied des arbres ou alors au côté gros bout, on appelle ça, donc sur les cimes, une plaquette qui a un numéro qui se suit, donc jamais le même. Chaque arbre a un numéro. Chaque arbre a un numéro, et ce numéro correspond à son cubage, donc sa longueur, son diamètre médian, donc au milieu de sa longueur, ce qui nous donne le cubage total de l'arbre. Ça permet une traçabilité. Quand ça arrive dans les scieries, ça permet d'avoir le cubage des bois. Tout ça a énormément évolué au cours de ces dernières années. Oui, ça évolue encore. Là, on a des plaquettes qui sont encore assez simples. Et maintenant, on a des plaquettes avec code barre, avec QR code, qui nous permet même de faciliter ensuite. Mais surtout, quand je vois les machines, je me dis qu'on est quand même bien loin du bûcheronnage à la hache il y a quelques décennies. Là, maintenant, est-ce que justement ces machines-là vous permettent d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et de travailler dans des meilleures conditions? Oui, tout à fait, oui. Plus en sécurité et bien sûr d'être beaucoup plus rapide et efficace et aussi plus précis. Il faut peut-être rappeler que lorsqu'il y a un chantier comme celui sur lequel vous êtes en train de travailler, il y a aussi des règles à respecter, il faut peut-être rester à distance. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Alors c'est une grande préoccupation. Hein. En règle générale, la communication sur les chantiers est très importante. Alors qu'est-ce qu'on met en place déjà? On va avertir la commune déjà qu'une coupe va démarrer pour qu'elle-même puisse informer tous les habitants. Ensuite, on signalise le chantier. Après, c'est pas parce qu'il y a une randonnée ou des randonneurs qu'on va arrêter de couper. Bien sûr. On parle de multifonctionnalité dans la forêt. C'est le cas aussi, voilà, entre les randonneurs et l'exploitation forestière. Là, vous êtes là pour combien de jours à peu près, Flavien? Voilà, il faut compter un gros mois de travail. Pour travailler sur une parcelle de combien d'hectares? Donc là, la surface à exploiter, elle est de 16 hectares. 16 hectares. Voilà. C'est du boulot. Hein. C'est du boulot. Ouais. J'espère que la météo sera favorable. Ah oui, ça oui. On l'espère toujours. Mais... Merci, travaillez bien, monsieur. Et vous me nettoyez l'allée, bien comme il faut. Il y a une remise en état qui sera prévue. Merci à vous, à bientôt. Merci. Partons désormais visiter une école pas tout à fait comme les autres. À Lopérec, dans le Finistère, le lycée agricole du Niveau forme les forestiers de demain. Avec une cour de récréation de plus de 250 hectares, cette école nichée au cœur de la Bretagne n'est pas tout à fait comme les autres. La formation gestion forestière de l'école Le Niveau accueille chaque année plus d'une cinquantaine d'élèves. Ces dernières années, l'école assiste à un véritable regain d'intérêt pour ces métiers de pleine nature. Amoureux de la forêt depuis leur plus jeune âge ou en reconversion, c'est dans ce cadre d'exception que les forestiers de demain verront le jour. On accueille des jeunes de la 4e jusqu'à la licence professionnelle, et donc des jeunes qui ont l'âge de 12-13 ans jusqu'à 25 ans et plus pour des publics en reconversion. Sur la partie forestière, en 4e, 3e, on les initie au métier de la forêt. Ils peuvent poursuivre sur le bac professionnel travaux forestiers et enchaîner après par un BTS gestion forestière et, à partir de la rentrée prochaine, la licence pro conseiller forestier. Face au changement climatique et soucieux de l'avenir, la gestion durable des forêts est au cœur du programme dans cette école forestière. Depuis quelques années, la Bretagne subit elle aussi de fortes chaleurs et les forêts dépérissent. Cédric Troadec et ses professeurs développent au quotidien les projets liés à la préservation de la forêt. L'école est vraiment partie prenante de l'adaptation au changement climatique et de la préservation de notre massif forestier. Cet été, le feu, les incendies du Mont-Saint-Michel à Brasparts se sont arrêtés juste en limite de notre massif. Donc on a été très mobilisés. L'école est rentrée dans une démarche d'agroécologie, aussi bien pour la partie agricole que pour la partie des travaux forestiers. L'école est en effet labellisée pour sa gestion durable des forêts. Des essences locales et naturellement durables ont été plantées en 2020. Ce boisement de 12 hectares labellisé bas carbone compensera 1047 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 3 millions de kilomètres parcourus avec une voiture à essence.
Véritable support pédagogique, le lycée est doté de son propre massif forestier. À 2 pas de leur salle de classe, les cours pratiques se déroulent en plein parc régional naturel d'Armorique. Plantation, diagnostic forestier, inventaire et martelage font partie intégrante de leur programme. Aujourd'hui, les élèves préparent leurs examens. Vous allez faire vos placettes comme d'habitude avec inventaire du peuplement dans lequel on vous a positionné aujourd'hui. Donc l'objectif à la fin de votre inventaire, c'est de pouvoir nommer le peuplement dans lequel vous êtes positionné. Vous avez 30 minutes, on fait le point et vous me rendez votre feuille de diagnostic de peuplement à la fin des 30 minutes. Aujourd'hui, ils sont en préparation d'examen pour faire tout ce qui va être diagnostic de peuplement. Donc le diagnostic de peuplement, on va inventorier les essences qui sont en place, le nombre de tiges que nous avons sur chaque hectare de parcelles forestières, la répartition autant horizontale que verticale et avec des prises de mesure autant pour les diamètres des arbres, les hauteurs des arbres, la densité. Et ensuite, une fois qu'ils ont pris ces données quantitatives et qualitatives, ils vont pouvoir prendre des décisions pour la sylviculture qui va suivre sur la parcelle. C'est un choix on va dire, de cœur parce qu'avant j'étais dans un autre secteur d'activité, plutôt sur les tâches administratives. Aujourd'hui, c'est une reconversion vraiment de premier choix parce que j'ai envie vraiment d'être au cœur de l'environnement, gérer un massif forestier plus tard, donc suite à mes études, sûrement en tant que technicien forestier. La gestion durable des forêts est parfaitement intégrée dans l'ensemble des domaines enseignés, autant dans la prévision des travaux forestiers que dans l'implantation de nouvelles essences. Ces dernières années, les cours ont évolué et font davantage place à l'écologie. Il y a 30 ans, ces problématiques n'étaient pas prises en considération. J'enseigne au lycée du Nivelles depuis 1988, essentiellement en biologie et en écologie. On a toujours été pris pour des fantaisistes en disant on enseigne de l'écologie. Alors c'était de l'écologie animale, l'écologie forestière. Maintenant, on est pris au sérieux parce que tout le monde en parle, des incendies, les températures montent, quoique tout le monde ne fait pas encore attention aux élévations de température, mais là on commence quand même à être pris en compte. Les élèves ont de réels défis à relever au quotidien pour l'avenir de nos forêts. Les grands défis, c'est de pouvoir s'adapter. Là, maintenant, ils ont 20 ans. Dans 40 ans, on sera en 2063. En 2070, on a des prévisions climatiques qui ne sont pas nécessairement optimales et qui ne sont plutôt pas optimistes non plus. Direction le cours pratique de bûcheronnage. Face à une hausse des demandes en technique forestière, ici on apprend aux élèves à reconnaître l'état sanitaire des sols et à abattre les arbres dépérissants. Dans l'atelier, les élèves préparent leur matériel avant de se rendre sur le terrain. Cet après-midi, on a nos jeunes là, qui sont en train de préparer les machines pour aller faire un chantier d'abattage, donc en parcelle 13. Les élèves de Bac Pro Forêt, ils sont plus dans l'action, dans la pratique des gestes dans les métiers de la forêt, c'est-à-dire que dans l'action concrète sur le terrain, à faire de la plantation, du dégagement de plantation, à faire de l'abattage, du façonnage. Et les élèves en BTS gestion forestière sont plutôt dans l'organisation de tous ces chantiers-là. Là, l'opération du jour, ça va être de faire un abattage pour faire de la place, pour ensuite régénérer avec des essences plus adaptées au climat actuel. Quand on fait des chantiers forestiers à plusieurs élèves, il faut vraiment être attentif au reste du groupe, à sa sécurité, mais aussi aux autres personnes. Donc il faut prendre en compte les arbres s'ils sont penchés, la direction de chute qu'on va retenir pour éviter d'abîmer les arbres qui restent en place. Allez, c'est parti! Attention! Là, on recule et on regarde en l'air. Ouais, il est tombé là où j'avais envie, au repère que j'avais envie, bien, sans faire de blessés, sans casser trop de végétation autour. Depuis quelques années, on assiste à une augmentation des recrutements dans la filière bois. De nombreux débouchés sont possibles, de l'ouvrier forestier au technicien d'études, la garantie de trouver un emploi dès la sortie de l'école. Pour remplacer les énergies fossiles et faire baisser sa facture d'énergie, la ville d'Embrun a décidé depuis quelques années de se tourner vers une de ses ressources les plus proches, la forêt. En effet, depuis 2007, un réseau de chaleur alimente la quasi-totalité des bâtiments publics et quelques logements de particuliers, et tout cela en circuit court. C'est ce que va nous expliquer maintenant Chantal Méhoud, c'est la maire d'Embrun.
Bonjour Madame le maire. Bonjour Stéphane. Ravi de vous rencontrer. De même. Et merci de nous accueillir dans cette belle ville d'Embrun qui devrait être un exemple pour les autres communes. Parce que vous avez été pionnière dans une démarche qui consiste à installer un nouveau réseau de chaleur. Ça remonte à 2007. Réseau de chaleur uniquement avec du bois. Absolument. 2007, première création de la première chaufferie publique, la première d'ailleurs communale en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais en réalité, le projet a commencé à germer dans mon esprit au cours de mon premier mandat, dès les années 2001-2002. Il nous a fallu 5 ans pour mettre en place ce beau projet. Jusqu'en 2007, nous étions tributaires des énergies polluantes telles que le fioul ou le gaz propane, puisque ici il n'y a pas de gaz de ville. Bien sûr. Mais on a réfléchi pendant quelques années en se disant qu'au fond, la ressource locale bois était là, qu'elle était renouvelable et qu'il nous fallait là aussi aller vers une autonomie de plus en plus grande avec un circuit court qui était le bois. En 2007, c'est la première chaufferie. Il y en a eu d'autres depuis. Tout à fait. 2010, deuxième chaufferie bois à la gare. Et 2019, troisième chaufferie au pied de ville, la chaufferie des Remparts. Donc c'est ces 3 chaufferies qui sont aujourd'hui connectées. L'ensemble des réseaux de chaleur qui globalement représentent à peu près 5 km de réseaux de chaleur sont reliés entre les chaufferies et nous permettent globalement de pouvoir faire face à une demande de chauffage de 800 logements dans lesquels on a la totalité des bâtiments publics. Tous les bâtiments publics sont raccordés. Tous les bâtiments publics communaux sont raccordés. C'est-à-dire écoles, hôpitaux et puis tous les bâtiments qui dépendent de la mairie. Absolument. La gendarmerie nationale également, le lycée, le collège, donc toutes les écoles. Voilà, donc c'est vraiment une très très belle opération. Et bon nombre de logements particuliers également. Là. Tout à fait. À la fois des logements locatifs, des logements sociaux, mais également des logements collectifs, privés, mais aussi des maisons individuelles, quand elles se trouvaient globalement sur le circuit de la pose des gros tuyaux. Comment a été perçue cette nouvelle que vous avez proposée à la population en disant on va changer de réseau de chaleur? Est-ce qu'il y a eu des inquiétudes, à un moment donné, un besoin d'informations supplémentaires? Comment ça s'est passé? On avait surtout des inquiétudes concernant les rejets, notamment. Bien sûr. Les émissions, les fumées. Et j'ai pris la décision, dès le départ, d'associer la population à ce beau projet dans le cadre d'une concertation suivie, continue, en essayant d'expliquer au maximum ce que nous allions faire, comment ça allait se faire. Et progressivement, on a eu une adhésion de la population. On avait des inquiétudes aussi sur le volume important de ces chaufferies qui ne sont pas neutres en termes d'implantation dans le site. On est sur du centre-ville. Et là, on a eu quelques inquiétudes aussi sur finalement les désagréments environnementaux dans le paysage direct des chaufferies. Mais très vite, on a expliqué qu'on ne faisait pas d'omelette sans casser d'œufs. Je sais que l'environnement, vous y êtes très attaché et les paysages sont juste magnifiques. D'ailleurs, on va se rapprocher d'un petit jardin qui est un belvédère exceptionnel un tout petit peu plus loin. Alors, quand on parle de ces chaufferies, est-ce que c'est très gourmand en bois? Il vous en faut beaucoup de bois pour pouvoir les alimenter, ces chaufferies? Oui, il nous faut 3000 tonnes. 3000 tonnes de bois déchiqueté pour pouvoir alimenter les chaufferies, ce qui est une grosse quantité. Ça représente plus de 10 000 mètres cubes de bois. Mais ce bois, tout en alimentant et en chauffant les logements collectifs et individuels, permet de faire de grosses économies en matière de rejet de CO2. Cette alimentation de bois, vous la trouvez ici en circuit court? Absolument, c'est du bois local. On est sur une alimentation de forêt située à peu près à 1h, maximum 1h30 de la commune d'Embrun. C'est finalement de la récupération des bois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez prélever en fonction des besoins, véritablement. Absolument. Donc c'est du prélèvement, c'est pas de coupe rase et ça aussi c'est important. C'est une vraie démarche environnementale, vous le disiez tout à l'heure, voilà, c'est par rapport au carbone, par rapport à tout cela, il y a une vraie volonté de faire mieux que ce n'était le cas par le passé.
Bien sûr, l'objectif, c'est de pouvoir, à horizon 2030, faire d'Embrun une ville totalement autonome en énergie avec la filière bois. Nous avons 3 chaufferies. Peut-être que nous envisagerons, en fonction des demandes que l'on a, et elles sont importantes, la création d'une 4e chaufferie bois. Il y a une facture énergétique pour vous, la mairie, qui est certainement plus digeste. Et pour la population, alors là, s'il fallait trouver des arguments, j'imagine qu'ils y ont trouvé leur compte. On a globalement, avec l'augmentation du prix du fioul, depuis 2022, on a, nous, des économies de l'ordre de 30 jusqu'à 45% et des consommations qui sont moindres. Et puis, un des avantages aussi de ces chaufferies collectives, c'est que finalement, les particuliers n'ont plus du tout à se préoccuper de l'état de leur chaufferie. On fait tout le boulot. Est-ce que les villes voisines, que sont Gap d'un côté, Briançon, se disent « Ah, finalement, c'est un bel exemple, pourquoi j'essaierai pas de le faire chez moi aussi ?» Mais je pense qu'elles prennent exemple aussi. C'est vrai, ça commence un petit peu à les titiller. Ça fait des petits. On va s'intéresser à la matière première maintenant et s'intéresser à ces plaquettes de bois qui vous permettent d'alimenter les différentes chaufferies. Pour cela, nous allons partir à quelques kilomètres pour aller rencontrer Huguette Bail, qui gère les plaquettes et qui les produit pour votre ville. Absolument. Merci beaucoup, Madame le maire. Je vous laisse profiter encore une fois du paysage, même si vous le connaissez par cœur, et on ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas. Merci à vous. Merci. Mais avant cela, et puisque nous parlons chauffage, allons prendre la température auprès de la population d'Embrun. Sont-ils pleinement satisfaits de ce nouveau réseau de chaleur? Allons interviewer Tanguy. Il tient un hôtel-restaurant et allons rencontrer tout de suite Roger qui nous accueille chez lui. Vous êtes raccordé au réseau de chaleur depuis combien de temps? Depuis 2 ans, depuis 2021. C'est assez récent. C'est tout récent, oui. Vous étiez équipé comment auparavant? Avec une chaudière à fioul. Et donc, j'avais à peu près 1300 € de fioul, plus 180 € d'entretien de chaudière. Voilà. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à 600 € de consommation, plus 500 €, 490 € exactement de tuyauterie, de raccordement étalé sur une vingtaine d'années. Ça fait pratiquement 40% d'économie. Ah ouais. Et surtout, plus de soucis. Plus de soucis, pas d'entretien, de chaufferie, quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes un homme heureux. Ah, épanoui. Quel est l'avantage, Tanguy, lorsque l'on tient un hôtel-restaurant, d'être raccordé à un tel réseau de chaleur? De faire des économies. Voilà. Vous le sentez considérablement? Ça nous permet de pouvoir jongler en fait entre le réseau de la ville, l'électricité et éventuellement, si besoin, le fioul et en dernier recours, les pompes à chaleur. Le fioul, vous l'avez en secours? C'est vraiment secours. Au cas où il y a une coupure au niveau de la ville. Est-ce qu'avec un système comme celui-ci, je garde mon autonomie si je suis frileux? Est-ce que je peux augmenter la température dans la chambre dans laquelle je suis? Avec ce système, vous pouvez tout à fait garder la température que vous souhaitez dans votre chambre. Vous êtes totalement autonome en fait. Le bois est la première énergie renouvelable en France. Et pour alimenter les chaufferies de la ville d'Embrun, il faut des plaquettes forestières. Je vous rappelle le prénom de celle qui les fournit. Elle s'appelle Huguette. J'ai préféré faire un geste plutôt que de dire stopper les machines parce qu'il n'aurait pas entendu. Non, absolument. Ravi de vous rencontrer, Huguette. Bonjour. Alors, on vient de parler de ce réseau de chaleur de la ville d'Embrun avec la maire de la ville. Ça fait l'unanimité. Et ce, en grande partie grâce à vous, parce que c'est vous qui produisez justement les plaquettes forestières qui alimentent les chaufferies de la ville d'Embrun. Quand on parle de plaquettes forestières, c'est quoi exactement?
Alors, la plaquette forestière, au départ, ça a été une valorisation des bois. Oui. Ça a été créé pour que les communes qui avaient du bois, qui ne partaient pas dans des scieries ou menuiseries, etc., puissent avoir des revenus et qu'on aille chercher ce bois-là pour faire justement du combustible. C'est du bois donc, qui est de petit diamètre généralement et c'est principalement du résineux. D'accord. Donc voilà, donc ça a été créé pour créer une plus-value parce qu'il est bien entendu que sur toutes les coupes que nous exploitons, puisque nous exploitons aussi du bois, le bois soit trié. Donc il y a la valorisation qui rentre en ligne de compte et seul le bois qui doit venir au bois énergie est trié et vient pour les chaufferies. Il y a plusieurs origines justement de provenance. Tout à fait, voilà. Et donc, là on est dans la plaquette forestière. Forestière à 100% sans apport d'autres matières. Bon, ceci étant, c'est un domaine que vous connaissez bien parce que l'exploitation forestière, vous êtes dedans depuis quelques années maintenant. Ça a démarré en quelle année? Nous, on a repris celle des parents de mon époux en 87, qui eux ne faisaient que de la prestation. Et nous, on s'est développé sur du commerce et du négoce. Et donc, notre fils Geoffrey, là, qui conduit la machine, est la 5e génération dans notre secteur d'activité. Qu'est-ce que ça sent bon? C'est quand même un avantage de travailler dans cet univers du bois parce que ça sent bon. C'est difficile, mais c'est un métier de passion et un métier d'amour. Je veux bien le croire. L'amour, vous l'avez pour les forêts avoisinantes. Je dis avoisinantes parce que tout le bois que vous allez traiter ici, il vient de combien de kilomètres à la ronde? Le but était d'avoir une économie territoriale et locale avec des créations d'emplois et une dynamique autour de ces secteurs-là. Donc on a défini des rayons d'appro autour de nos plateformes, puisqu'on en a plusieurs, de maximum 70-80 km. D'accord. Donnez-moi des chiffres un peu pour qu'on se situe. Lorsque vous avez commencé justement à travailler sur le bois énergie, vous alimentiez combien de chaufferies et combien de tonnes de plaquettes forestières produisiez-vous? Alors, au départ, donc, on a commencé en 2003 à se pencher sur le dossier. On a vraiment reçu les machines en 2004-2005. On faisait 200 tonnes à l'époque. Aujourd'hui, on est à 169 chaudières. On représente à peu près 30% du marché PACA en petite chaufferie, je tiens à le préciser, parce que c'est ceux qui nous ont aidés à démarrer, c'est ceux que l'on a aidés, et c'est vraiment l'économie locale et les petites structures que l'on bonifie. Bon, je reviens un peu sur ces tonnes, parce que ça, c'est quelque chose qui, moi, me parle. 200 tonnes au départ, aujourd'hui, combien à peu près? On est à 27 000. 27 000 tonnes. On est à 27 000 tonnes. Ça a bien changé. Oui, tout à fait. On a fait d'énormes progrès, on a réglé les problèmes, on a adapté. On a une équipe de personnel qui est au top, qui est polyvalente. Et on a des structures telles que la ville d'Embrun, qui nous a beaucoup aidés dans le prospect et la diversification de la plateforme. Alors le bois, il arrive, on va le stocker dans un premier temps? D'abord, il faut l'acheter. Ça, je veux bien vous croire, mais ça, c'est votre boulot. Voilà, donc il faut l'acheter, donc que ce soit en privé, forêt publique, forêt privée. Ah, parce que vous achetez sur les deux? Oui, sur les deux, parce que de toute manière, une entité n'aurait pas assez pour il faut qu'il y ait un complément. Bien sûr. Ensuite, donc, il faut les bûcherons ou les abatteuses qui le sortent, les porteurs qui le portent à port de camion et les camions qui le mènent à la plateforme. Donc généralement, c'est en billon, comme vous pouvez voir. Oui. Donc on les met en stockage. La taille est réglementaire, plus voilà, ou moins. à peu près, oui. Après, il y a des variations. Il faut que ce soit du bois sain, qui ne soit pas pourri ou qui est, etc. Et donc après, donc, le broyeur vient. Et là, il fait des campagnes des rotations de broyage. Très bien. On a toujours du bois en attente au cas où il y ait des grosses saisons de gel, etc. Donc la plaquette, elle est passée dans ce broyeur. Il n'y a pas d'apport de matière à l'intérieur. C'est vraiment du bois 100% plaquette forestière. Lorsque le bois il arrive ici, il a déjà un taux d'humidité qui est tombé ou pas vraiment? Alors, généralement, quand il est en billon comme ceci, quand il est au bout de 2-3 mois, selon la saison bien sûr, il est à peu près à 50-55%. D'accord. Donc, il n'y a qu'une fois qu'on le broie, qu'ensuite il prend et donc il perd. Donc, les cheminées font l'évaporation et que là, son hygrométrie descend.
D'accord. Et à partir du moment où vous allez le fournir aux différentes chaufferies, il faut que le taux d'humidité soit de l'ordre de combien à peu près? À peu près linéaire. Donc nous, on fait partie de la charte qualité bois déchiqueté. Et donc de ce fait, il faut que l'humidité soit entre 20 et 31%. D'accord. Donc pour qu'on soit dans un produit qui soit labellisé. Parce que si on devait imager un petit peu la chose, si le bois n'était pas retombé en matière de taux d'humidité, c'est un peu comme si on mettait de l'eau dans du gasoil, quoi. Tout à fait, tout à fait. Le problème, c'est que ça consomme beaucoup plus. Le rendement de la chaufferie ne serait pas le même. Voilà, le rendement ne serait pas le même. Il y a des encrassements où il peut y avoir des petits soucis. Après, il y a un seuil de tolérance qui est de plus ou moins 5%, c'est-à-dire 31 plus 5, parce qu'il y a des aléas climatiques. On a eu des hivers très très froids où les cheminées de condensation ont fait des blocs de glaçons. Donc c'est pour ça qu'on a toujours un stock tampon de bois en rondins que l'on peut broyer pour justement pallier à ces problèmes-là. Pour vous, est-ce que c'est vraiment la solution d'avenir en matière de réseau de chaleur? Aujourd'hui, oui. Le bois énergie est une source de revenus pour les collectivités, les communes, etc. Et ensuite, pour les collectivités, c'est une source qui est plus onéreuse au montage par rapport aux chaudières, mais qui, par contre, sur le long terme, généralement, quand on annonce des rendements de 10 ou 15 ans, on est à 7 ou 12 ans. Donc, ça prouve bien qu'il y a une cause à effet. Bon. Je suis un petit peu embêté parce que si ça se maintient, là, la météo, il va falloir attendre encore un peu plus avant de le broyer. Hein. Ah ouais, parce que là, il commence à être un petit peu arrondé. Oui, mais là, c'est pour l'année prochaine. Ah bon, ça va alors. Merci beaucoup, Yvette. À bientôt. À bientôt. Portez-vous bien, vous saluez toute la famille de ma part. Merci, c'est gentil. À très bientôt, au revoir. Dans quelques instants, nous vous ferons découvrir un habitat coopératif réalisé intégralement en bois des Alpes. Mais en attendant, vous allez découvrir un endroit qui n'ouvre pas souvent ses portes. À Bordeaux, un institut technologique mène des recherches et réalise des expérimentations sur les bois utilisés pour la construction. On y trouve notamment une technologie unique au monde, un simulateur de tremblement de terre. C'est à Bordeaux que le bois destiné à la construction est analysé et étudié. Ici, des ingénieurs en biologie, physique et mécanique font subir à la matière une batterie de tests en tout genre. Un moyen de connaître ses propriétés et ainsi de le certifier pour le bâtiment. Ce matin, c'est une porte-fenêtre qui va subir les sévices de Maxence. Alors là, on est en train de faire un cycle de vieillissement artificiel, rapide, pour soumettre la menuiserie pendant le test et contrôler ensuite sa perméabilité à l'air. Donc on ne fait qu'accélérer le temps, c'est censé représenter le comportement entre 5 et 10 ans. Reproduire les conditions d'un coup de vent, d'une pluie ou même d'une forte tempête, la machine de Maxence peut simuler des rafales de 200 km/h. Et à première vue, le test n'est pas concluant. Je suis en train d'analyser, j'ai une fuite d'eau. Là, du coup, je vais arrêter mon essai. Je vais indiquer au client que j'ai une présence d'eau et je vais lui donner son classement. Le laboratoire d'essais physiques réalise des milliers de tests chaque année sous la houlette de Frédéric. Le rôle du laboratoire, c'est principalement de donner une dimension objective aux performances des produits. Les tests sont destinés principalement aux fabricants, mais aussi aux personnes qui s'occupent de l'aménagement des bâtiments ou le constructeur. Les menuiseries qui sont certifiées ont besoin d'afficher clairement et proprement leurs performances. Faire avancer la connaissance en matière de bois, mais aussi certifier à l'échelle européenne, ce qui est déjà connu, voici les missions de l'Institut. Test d'eau, de vent ou d'air, mais aussi test acoustique. C'est une grosse partie de l'activité du laboratoire. C'est des cellules qui sont à taille de bâtiment. Donc on reproduit effectivement des parties d'ouvrage, soit des façades, soit des toitures, et on teste le bois mis en situation. Place maintenant au test sur les finitions. Dans cette cabine, on reproduit les UV du soleil et la pluie. Des échantillons vont y être plongés suffisamment longtemps pour simuler les cycles des saisons. Dans la construction bois, un frein important subsiste, le feu. Dans ce domaine, de nombreuses innovations sont testées régulièrement par les ingénieurs. L'avantage du bois, c'est qu'il garde toutes ses propriétés. Tout le temps qu'il brûle, il va tenir la maison debout. La partie qui risque d'être exposée à la flamme peut être protégée par un autre matériau mixte, type métal ou minéral. Des traitements de surface peuvent aussi être utilisés pour retarder l'action du feu. C'est justement ce qu'on teste aujourd'hui avec Céline. On simule un incendie, un départ de feu de poubelle
dans l'angle d'une pièce. Ici, nous sommes sur du bois qui a été ignifugé en surface, donc qui se comporte bien mieux qu'un bois non traité. Quantité de fumée, dégagement de particules, tout est inspecté sur cet ordinateur. Et cette fois, le produit passe l'essai avec succès. En termes d'exigences réglementaires, c'est le classement optimal qu'on pourra obtenir sur du bois. Allez, il est temps de quitter le feu pour se mesurer à un autre aléa, les risques sismiques. Jean-Baptiste vient mettre une façade à l'épreuve d'une forte secousse pour évaluer la bonne tenue de l'édifice. Donc là, je suis en train de préparer le signal sismique véritable, l'enregistrement réel d'un séisme de Guadeloupe. On est capable de le reproduire sur notre table sismique. Ce qu'on voit, c'est le sismogramme en accélération du séisme en question, pour une accélération en crête de 0,3 G. Soit 8 sur l'échelle de Richter. Des tests comme celui-ci, l'Institut en réalise régulièrement, comme sur cette maquette reproduisant 3 étages d'un immeuble. Éprouver la solidité du bois, c'est aussi le rôle du laboratoire mécanique. Livy vient ici tester la robustesse d'une poutre en pin des Caraïbes. Une pression de plusieurs tonnes est exercée sur le madrier jusqu'à rupture. Le bois, c'est un matériau ancien qui a été appris en main par des artisans. Et c'est sur la base de l'expérience que cette filière s'est construite. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de la construction en béton ou de la construction métallique, où dès le début, ça a plutôt été des ingénieurs qui ont rendu scientifique la chose. Et on a pu modeler les propriétés mécaniques du béton en fonction des dosages. Il n'y a pas de mauvais matériaux, il y a des mauvais concepteurs, des mauvais utilisateurs. Mais aujourd'hui, il y a des bâtiments très anciens qui sont encore présents. Regardez Notre-Dame, les bois sont très anciens. Mais il y a encore plus ancien que ça, tout ce qui est naval, ainsi de suite. Donc oui, on a du recul. On a rendu la chose scientifique il y a très peu de temps. On est encore à l'adolescence de la connaissance de ce matériau. Et il est important de connaître les essences pour mieux les exploiter. Il y a 70 ans de ça, on a testé tout ce qui était sapin, épicéa, ainsi de suite. C'est les arbres, les essences de bois que vous allez trouver dans les constructions. Demain, on va pouvoir utiliser l'ensemble des bois locaux. Et la France, c'est pas que de l'épicéa, du sapin, du pin, du douglas, ainsi de suite. C'est également des feuillus, du chêne, du châtaignier, du hêtre. Donc sur toutes ces essences-là, il faut pouvoir indiquer quelles en sont les propriétés pour pouvoir les utiliser en construction. Le massif forestier est très riche de plusieurs essences et il reste encore d'autres essences à évaluer. Évaluer le massif français et adapter notre outil de transformation pour être plus armé face à la concurrence européenne, un défi de taille, comme nous l'explique le directeur du pôle construction. En France, on a beaucoup de feuillus et il s'avère que le bois dans la construction, c'est surtout un bois résineux. Pourquoi? Parce que les standards et tout le travail normatif a été fait par les grands pays de construction bois, et les Scandinaves, les Allemands, ou avec des massifs essentiellement de résineux. On a un peu une inadéquation entre ce qui est notre massif et les usages. J'ai pu voir en 10 ans quand même les progrès qui ont été faits avec des développements nouveaux, des essences comme le douglas, qui ont beaucoup progressé, qui sont utilisées en construction, c'est des productions nationales. Donc il y a cette tendance lourde. On a un grand massif forestier, mais qui n'est pas suffisamment exploité, donc il faut exploiter plus et mieux. D'autant qu'il y a urgence. On estime que le secteur de la construction génère 23% des émissions de gaz à effet de serre. Une empreinte écologique qui pourrait être réduite grâce à l'utilisation du bois, un matériau qui piège naturellement le dioxyde de carbone. Recyclable, renouvelable et local, les avantages du bois sont nombreux. Encore faut-il bien le connaître et sur ce chantier, il reste encore beaucoup à découvrir. Une maison sur 10 construite aujourd'hui en France est en bois. Et malheureusement, pas toujours en bois français, ce qui est une aberration. Je vous rappelle que 30% de notre territoire est composé de forêts. Ici, dans les Hautes-Alpes, l'association Bois des Alpes tente à inverser la tendance en favorisant l'utilisation de bois locaux plutôt que l'importation de bois étrangers. C'est ce que va nous expliquer Jérôme Boutier. Il est architecte, il a réalisé ici, dans la vallée, un bâtiment participatif 100% avec du bois des Alpes. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Stéphane. J'imagine que vous êtes Gilles. Oui. Parce que Jérôme, j'ai déjà vu en photo. L'architecte qui a conçu ce bâtiment participatif qui a plutôt belle allure. Alors on va
tout découvrir sur la formule, justement, un bâtiment participatif. Mais puisque vous en êtes l'architecte, ça veut dire quoi, participatif? Alors c'est un bâtiment qui a été conçu avec les habitants. Vous apportez le support technique, plus ou moins, quoi. Alors oui, on est là pour mettre en forme, accompagner, notamment en termes techniques, de choix de matériaux. Alors j'imagine qu'il faut mettre tout le monde d'accord, et ça doit prendre du temps. On a mis combien de temps avant de faire sortir ce bâtiment de terre? Ça a duré 36 mois au total, dont 20 mois de conception participative et 16 mois de réalisation de chantier. Alors vous voyez que c'est un bâtiment qui est réparti en 2 blocs, un bloc sur 3 niveaux qui regroupe 6 appartements et un bloc sur 2 niveaux regroupant 2 appartements avec entre une serre bioclimatique. Alors cet ensemble qui regroupe les espaces plutôt privatifs est relié par une passerelle et des coursives qui, elles, abritent les espaces communs. Il y a l'intimité, le collectif. Voilà. Il y a un petit jardin, je suis passé à côté aussi. C'est vous aussi qui vous en occupez, entre résidents ici? Oui, c'est un jardin qui est fait tous ensemble, c'est pas chacun son morceau. Il y a une participation collective aux plantations et à la récolte. Qu'est-ce qui séduisait justement tous les résidents ici? Est-ce que c'était le fait de se dire « je suis effectivement dans un bâtiment collectif » ou est-ce que c'est la façon dont on l'a construit, le côté vertueux du bâtiment? Enfin, il y a 3 critères essentiels, on va dire. Un travail sur l'enveloppe, donc réaliser une enveloppe très performante en termes de thermique. Avoir une conception aussi dite bioclimatique. C'est un bâtiment qui est quasiment passif, tout seul. Et si on rajoutait 140 mètres carrés de photovoltaïque, c'est un bâtiment qui produirait de l'électricité plus qu'il n'en consomme. Alors, on parle des matériaux. Qu'est-ce qu'on a utilisé exactement comme bois? Alors, c'est du bois certifié Bois des Alpes. Certifié Bois des Alpes. Alors en fait, le choix, c'est d'avoir des matériaux à faible impact carbone. Alors il y a aussi une chose que je trouve importante en construisant en bois, c'est d'utiliser des ressources qui sont renouvelables, mais à l'échelle d'une génération. Utiliser le bois que mon père a planté ou mon grand-père a planté et replanter le bois pour mes enfants et mes petits-enfants. Alors on va parler de l'association maintenant, Bois des Alpes. Vous travaillez avec combien d'entreprises à peu près? C'est une association qui regroupait en fait l'ensemble de la filière bois, qui a été créée en 2008, qui avait pour objet de valoriser la filière bois du massif alpin français, avec 2 périmètres. Un premier périmètre qui est un périmètre d'approvisionnement et un périmètre aussi de transformation. Parce que dans la filière bois, il y a le bois qu'on va planter, la sylviculture, et puis après, il y a l'exploitation forestière, le sciage. Après, le transport, bien sûr. Oui, qu'on limite puisqu'on est dans une logique territoriale. Il faut que l'empreinte carbone soit la plus intéressante possible. Oui, c'est ça. Et pour aujourd'hui, faire partie de l'association, ça veut dire répondre à une certaine charte que vous avez définie? Alors non, il y a l'association et il y a la certification. L'idée, c'est de donner à l'utilisateur final une garantie sur la provenance et la qualité des bois qu'il va utiliser. La filière est contrôlée. Alors il y a des éléments dans le référentiel qu'il faut respecter. Donc c'est 100% évidemment de bois du périmètre alpin qui provient de forêts gérées de façon durable. Il faut que les entreprises de transformation soient aussi sur le territoire alpin par rapport à l'impact carbone et limiter les transports. Vous êtes persuadé que c'est effectivement le matériau d'avenir? Oui, c'est vraiment un matériau d'avenir. Voilà. Il y a les maisons qui sont bien faites, c'est le cas. Et il y a des maisons où il faut bon vivre. C'est le cas aussi. C'est le cas. J'ai envie de dire que dans la participation, ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Merci, monsieur. Je voulais juste dire... Je vous en prie, Jérôme. Oui, juste dire... il se dit que le 19e, c'était le siècle de l'acier. Oui. Le 20e, le siècle du béton. Et le 21e sera le siècle du bois. Eh bien, ça, c'est dit. Voilà. Merci à vous, Jérôme. Merci. Gilles, à bientôt. Vous saluez tous les résidents. Ça sera fait. À bientôt. Au revoir. Aujourd'hui, dans les Hautes-Alpes, de plus en plus de bâtiments publics et de maisons de particuliers sont construites en bois des Alpes. Le chiffre est en progression et c'est plutôt très encourageant. Je vous invite à nous retrouver très prochainement pour un autre numéro de Notre Forêt Demain. Nous continuerons à partir à la rencontre des acteurs de ce trésor végétal qu'est notre forêt française. Merci pour votre fidélité
et à très bientôt. C'était Notre forêt demain avec France Bois Forêt. Ensemble pour une forêt durable et du bois responsable.